Voilà, donc je vous propose de commencer sans plus tarder et je donne la parole donc au docteur Rémi Schweitzer des Hospices civils de Lyon qui va nous parler de l'évaluation et la stratification du risque coronaire avant l'intervention et aussi à la sortie du bloc opératoire. Rémi, tu as la parole. Bonjour à tous et merci au professeur Felaï de m'avoir invité à parler de ce sujet. Le risque de complications cardiovasculaires post-opératoires en chirurgie non cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le dommage myocardique et le décès dans les 30 jours qui suivent l'intervention. Un bref rappel sur le dommage myocardique. C'est une élévation de tropo qui survient dans des situations qu'on rencontre fréquemment en périopératoire, à savoir l'hypotension, l'hypoxie, l'anémie, la tachycardie, qui conduit à du dommage myocardique, voire à l'infarctus de type 2, par déficit de la balance énergétique du myocarde, qu'il existe ou non une coronoropathie sous-jacente. L'autre complication très importante, c'est le décès dans les 30 jours post-opératoires, qui n'est pas la moitié d'un problème, puisque c'est la 3e cause de mortalité dans le monde. C'est comme ça que c'est considéré, avec au moins un tiers d'origine cardiovasculaire. Et enfin, on sait qu'il y a une association très forte entre le dommage myocardique qui survient dans les quelques jours qui suivent l'intervention et le décès dans les 30 jours post-opératoires. Comment stratifier ce risque en préopératoire? Il y a énormément de facteurs de risque identifiés dans la littérature, d'où l'intérêt d'avoir une démarche standardisée algorithmique pour le stratifier. Pour ça, on peut s'appuyer sur les recommandations européennes, nord-américaines, ou plus récemment sur les recommandations canadiennes. Ça, c'est ce qu'on avait publié il y a 2 ans dans ACCPM, qui correspond à peu de choses près aux recommandations européennes et nord-américaines. L'idée étant, dans un premier temps, d'évaluer l'urgence de la chirurgie. Si la chirurgie est non urgente, on recherche une pathologie cardiaque instable. Puis, sur la base de 3 critères que sont le score de l'e-clinique, l'évaluation du risque lié à la chirurgie et la réserve fonctionnelle du malade, on détermine si oui ou non il y a un intérêt à réaliser en préopératoire une épreuve d'ischémie myocardique. Si ce n'est pas le cas, on se contente d'optimiser les traitements médicamenteux. Donc ça, c'est la version qui est communément admise dans le monde pour stratifier le risque de complications cardiovasculaires en préopératoire. Les Canadiens, en 2017, sortent leurs propres recommandations. Pourquoi on est obligé d'écouter ce qu'ils ont à dire? Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont à l'origine de la plupart des grands essais multicentriques publiés dans les 15 dernières années sur la question. Là, je vous ai mis l'algorithme qui est présent dans ces recommandations. On n'aura pas le temps de tout détailler, mais il y a des choses qui restent. C'est notamment le score de Lee, le RCRI, qui garde sa place centrale dans la stratification du risque. Quelque chose d'assez nouveau, c'est le fait de recommander de façon très large le dosage préopératoire de BNP ou NT-proBNP, du fait d'une amélioration de la prédiction des complications cardiovasculaires. Ça, c'était suggéré en 2014 dans une méta-analyse, et puis ça a été reconfirmé en 2018 dans l'étude METS. Il y a des choses également qui disparaissent de cet algorithme, c'est notamment la recherche, l'évaluation de la capacité à l'effort, le classique plus ou moins de 4 mètres, pour une raison suggérée en 2017, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de valeur pronostique. Ça a été encore une fois reconfirmé par l'étude METS en 2018. Une autre chose fondamentale qui disparaît de cet algorithme, c'est la recherche de coronaropathie, du fait d'une valeur pronostique qui est considérée discutable, un examen qui est peu disponible, qui coûte cher, qui retarde la chirurgie, d'autant plus qu'il n'y a pas de bénéfice démontré à l'heure actuelle à revasculariser les patients en préopératoire. Je vous ai fait la façon de stratifier en préopératoire. Une façon d'affiner cette stratification préopératoire, c'est probablement de regarder ce qui se passe pendant l'intervention. En effet, on sait que la survenue de complications péropératoires, elle impacte le pronostic post-opératoire. De ce fait, elle module la stratification du risque qu'on avait établi en préopératoire. Je pense notamment au saignement, à la tachycardie, à l'hypotension qui peuvent survenir en péropératoire. Une façon simple de quantifier ce risque, c'est l'utilisation du score d'Apgar chirurgical, un score qui avait été construit en 2006, qui a été revalidé à de maintes reprises dans les suites, qui utilise 3 paramètres qui sont toujours disponibles en fin d'intervention, à savoir la quantité totale de saignement, la plus basse pression artérielle, la plus basse fréquence cardiaque. De là, on calcule un score sur 10, et comme le score d'Apgar des nouveau-nés, plus on est près de 10, moins il y a de complications, plus on est proche de 0, plus il y a de complications. Pour
conclure, les complications cardiovasculaires post-opératoires, ça reste un défi majeur du périopératoire, de l'anesthésie réanimateur. Le score de Lee garde une place centrale dans la stratification préopératoire. La question brûlante, c'est est-ce qu'il faut adopter les recommandations canadiennes? Et enfin, en fin d'intervention, il y a probablement un intérêt à utiliser le score d'Apgar chirurgical pour moduler la stratification du risque établi en préopératoire. Merci. Merci beaucoup Rémi pour donc cette première présentation. Donc on va pouvoir lancer d'emblée la discussion et revenir sur un certain nombre de points. J'ai des questions qui sont arrivées déjà. Tu nous as rappelé donc, en 2020 que le score de Lee clinique était toujours d'actualité. Néanmoins, les différents items qui composent ce score posent question pour certains d'entre eux et certains auteurs ont proposé de les modifier un peu. Je pense par exemple au remplacement de cette valeur seuil de créatininémie plasmatique à 177 micromoles par plutôt un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut moderniser en quelque sorte pour pouvoir continuer à utiliser le score de Lee avec une bonne utilité clinique, avec une bonne discrimination des patients? Merci de cette question. Effectivement, pour ce qui est de l'item insuffisance rénale, il y a la valeur initiale de 177 micromoles par litre. Elle semble maintenant un peu désuète. Il y a des études qui sortent sur des registres nord-américains où ils prennent en gros tout ce qui est coté comme problème rénal. Alors ça peut être des néphries, des insuffisances rénales, même modérées. Et pour l'item rénal, le simple fait d'avoir un problème rénal, ça permet d'avoir de score de Lee. On n'est pas obligé d'atteindre les 177 micromoles de créatinine. Pour le diabète, c'est aussi discutable, parce que comme tout en médecine, le traitement du diabète évolue. Initialement, le score est construit avec un recours à l'insuline, du diabète sous insuline. Ça semble plus discutable et probablement qu'on pourrait utiliser le diabète, quel qu'il soit, qui est ou non d'insuline. Et donc on supprime la notion de risque lié à la chirurgie qui existait dans le score classique et qui constituait le 6e item, c'est ça, et que maintenant on évalue indépendamment, puisque le score de Lee, lui, est supposé refléter le risque lié au patient, c'est ça? Effectivement, si on utilise les recommandations européennes ou françaises, c'est ça qui est dit. Les Canadiens, eux, gardent le risque lié à la chirurgie dans le score de Lee. D'accord. Étienne, je crois que tu avais une question à poser, toi. Oui, j'avais une question parce qu'on le voit. commentaire. Oui, un commentaire d'abord. Merci pour ces précisions. Et sur l'algorithme canadien, on voit apparaître formellement les biomarqueurs dans l'évaluation. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la place à la fois des peptides natriurétiques et puis peut-être des troponines et des troponines hypersensibles actuellement disponibles? La troponine préopératoire. Pour ce qui est des biomarqueurs, il y a une place qui semble vraiment émerger comme pour la prédiction des complications cardiovasculaires post-opératoires en chirurgie non cardiaque au dosage préopératoire des biomarqueurs avec des valeurs seuil qui sont affichées dans l'algorithme des Canadiens. Elles permettent, dans le cadre d'une stratégie globale, de probablement affiner le parcours du patient et je pense au monitorage, à la surveillance de troponine post-opératoire, avoir une valeur préopératoire de BNP ou d'NT-proBNP, ça semble intéressant, même si nous, au quotidien, on le fait pas au quotidien chez nous. Donc ça, c'est une question manifeste qui revient. Hein. C'est une vraie question d'ailleurs. Tout le monde s'interroge là-dessus. Sur la troponine préopératoire, en gros, puisque vous parlez des recommandations canadiennes, c'est vrai qu'elles ont fait couler beaucoup d'encre et qu'on s'interroge beaucoup parce qu'elles sont assez différentes en certains points de finalement ce que l'on avait acté à travers les recos françaises et même européennes. La troponine préopératoire, elle ne fait pas partie, le dosage ne fait pas partie des recommandations. On parle bien du BNP préopératoire, hein, c'est ça? La place de la troponine préopératoire, c'est pour interpréter la valeur post-opératoire. On sait qu'une augmentation de 5 nanogrammes par litre par rapport à la valeur préopératoire, ça semble être prédictif des complications
du décès à 30 jours. D'accord, donc ça on va y revenir tout à l'heure puisqu'on aura une présentation sur justement les aspects plus spécifiquement post-opératoires. Moi je voudrais ton avis d'expert, donc, parce que si on prend au pied de la lettre ces recommandations canadiennes, effectivement, le dosage donc, du BNP préopératoire est préconisé dès lors que les patients ont un score de Lee à 1, je crois, ou plus, et ou un âge ça, supérieur à 65 ans. 65 ans. Ça va faire un paquet de malades, ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis absolument d'accord, ça représente énormément de malades. Alors, on peut se poser la question de l'impact économique de tout ça, qui semble important si on regarde que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie globale. Enfin, si on regarde en détail ces recommandations canadiennes, on voit que le fait d'avoir un dosage préopératoire de BNP ou NT-proBNP bas, ça permet d'exclure, ou en tout cas de reclasser les malades dans une catégorie à faible risque, et du coup de se passer du dosage post-opératoire de troponine, par exemple. Donc on va dire que le surcoût initial est potentiellement rattrapé après. D'accord, on va prendre l'avis de notre cardiologue, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous une cardiologue qui s'intéresse à la médecine périopératoire, ce qui n'est pas le cas de tous les cardiologues de nos hôpitaux. Anne-Céline. En effet, sur le dosage des BNP, probablement qu'il y a une place. Il s'agit de savoir où. Est-ce que ça a un intérêt de doser le BNP chez un patient qui est déjà considéré comme à risque élevé? Peut-être moins que de le doser chez un patient qui est à risque dit intermédiaire, pour pouvoir réellement savoir s'il faut intensifier la stratégie péropératoire et post-opératoire. Donc probablement qu'il y a une place, les données de la littérature en tout cas vont dans ce sens. Il s'agit de savoir comment l'utiliser. Alors je vous pose la question à tous les deux néanmoins, puisque ça tombe bien. Comment vous définissez la place du cardiologue finalement dans cette évaluation préopératoire? Est-ce qu'elle est du ressort de l'anesthésiste réanimateur au moment de la consultation d'anesthésie, puisqu'en France on a une consultation d'anesthésie organisée, obligatoire, légale, ou est-ce qu'elle est du ressort du cardiologue, ou est-ce que c'est le heart team qui travaille main dans la main et qui se répartit les rôles? Très rapidement. Qui parle? Ladies first. Je parle. Alors, en effet, je pense que le cardiologue a une place à jouer, comme les anesthésistes réanimateurs, évidemment. On a la chance d'avoir des recommandations et des algorithmes qui donnent de la place à chacun, finalement. On ne va pas se substituer à la consultation d'anesthésie. En revanche, on est là pour apporter, je pense, une expertise dans, par exemple, le choix, l'indication et le choix des examens complémentaires éventuellement, et dans une réflexion plus globale maintenant, parce que les cardiologues, pour certains, s'intéressent vraiment au pré, mais aussi au post-opératoire. Donc, il y a de la place pour tout le monde, et un modèle peut-être canadien de réelle médecine périopératoire pourrait tout à fait se justifier. Ami, tu es d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Pour le malade... C'est l'organisation du système de soins en France où, comme disait Jean-Luc, tous les malades voient un anesthésiste en préopératoire, ce qui n'est pas le cas au Canada. Pour la stratification préopératoire elle-même, je pense que l'anesthésiste est capable d'appliquer l'algorithme comme il est bien décrit. Après, clairement, le recours au cardiologue, je pense qu'il doit être facile pour... la réalisation d'examens complémentaires ou des conseils sur les indications d'examens complémentaires, puis également pour l'éventuelle introduction de traitements médicamenteux préopératoires. Tu voulais ajouter un commentaire très rapide? Du coup, moi je rebondis sur ça, sur le fait qu'effectivement il faut qu'on fasse des cliniques préopératoires, il faut que la cardiologie aussi sa culture à la médecine périopératoire et forme les jeunes à ça, mais qu'effectivement c'est une discussion à chaque fois pluridisciplinaire. Sur les peptides natriurétiques, parfois c'est ce qui peut aussi trigger le fait d'aller faire des explorations chez des patients on ne savait pas insuffisants cardiaques. Donc il y a plein de... Mais ça nécessite une discussion évidemment entre toutes nos spécialités.